Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu moins optimiste que d'habitude parce que je vais vous parler de ces livres qui m'ont déçue. Il n'y en a pas énormément mais il y en a quelques-uns et je vais tous argumenter pourquoi ils m'ont déçue, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup. Parfois il y a des livres que j'ai aimés dans cette sélection mais qui m'ont déçue pour des petites raisons qui m'ont un petit peu chiffonnée. On va commencer tout de suite par un livre que j'ai écouté en livre audio qui est Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Attention, j'ai adoré la saga Seasons. Un automne pour te pardonner, j'ai adoré. Un hiver pour te résister, un petit peu moins, mais j'ai beaucoup aimé le côté championnat, le côté hivernal. Et Un printemps pour te succomber, j'ai absolument adoré. Je pense que c'est mon préféré avec Un automne. Mais l'été... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans des relations saines jusqu'ici. Le printemps, c'était une relation qui se découvrait saine. L'hiver, c'était un enemies to lovers, mais sans aucune relation malsaine. Un automne pour te retrouver, on est parti sur des bases très malsaines de harcèlement pour repartir sur des bases saines de pardon, de guérison. Et là, qu'est-ce qu'on nous fait? Qu'est-ce qu'on nous fait? Je m'attendais vraiment à ce que l'été, il se retrouve. Et j'aurais trouvé ça très intéressant d'avoir cette dynamique, je vais essayer de ne pas trop en dire pour pas spoiler, mais cette dynamique de se perdre pour se retrouver, et au final, on n'a pas du tout eu ça. On n'a pas du tout eu ça. Donc la déception était immense. La déception était très très grande, et surtout quand j'ai vu à quel point la dynamique entre les personnages principaux était malsaine. Ils ont une relation entre eux de fuis-moi, je te suis. On n'en peut plus. On veut pas ça en Big 2026. Bref, je n'ai pas du tout aimé la dynamique entre les deux personnages principaux en fait. J'ai trouvé ça vraiment très toxique, très malsain. L'idée de rester sur le passé, et je trouve que le protagoniste masculin dont j'ai oublié le prénom, je le mettrai ici, a des réactions vraiment très moyennes, notamment sur le sujet de la colère. On sait qu'il a des problèmes de gestion de la colère, etc. Mais là, c'est parfois une jalousie maladive et je trouve que montrer ça alors que jusqu'alors on avait des hommes qui étaient très doux, des hommes qui étaient très différents dans leur manière de fonctionner. On avait Orion qui était un homme très timide, qui avait des problèmes de confiance en lui mais qui pour autant était toujours dans l'amour de l'autre. On a eu le protagoniste de Un printemps pour te succomber qui lui était beaucoup plus confiant en lui mais qui avait des problèmes avec sa mère. Et là, on a juste un personnage, j'ai l'impression qu'il a des problèmes effectivement avec sa famille, mais qui est juste colérique et qui ne se remet quasiment pas en question. Et quand il se remet en question, j'ai l'impression que c'est un peu la méthode de facilité. J'ai vraiment l'impression que ce tome, c'était le tome de la facilité. Et la fin, j'en parle même pas. C'était visible à 1000 km. Effectivement, c'était une fin qui était la plus plausible, mais c'est pas du tout ce que je m'attendais dans la saga Seasons en fait. Je me serais attendue à ça dans un autre tome qui n'est pas dans la saga. Un automne, un printemps, un été, un hiver. Je me serais attendue à ça dans un tome à part entière où l'histoire d'amour entre les personnages principaux n'est pas centrale. Là, on s'attendait à ce qu'ils se retrouvent pour au final qu'ils ne se retrouvent absolument pas. Et j'aime bien cette morale de... Au final, l'amour, c'est pas toujours ce qu'on pense, nanana. Mais c'était ça dans les 3 tomes précédents aussi, et c'était bien mieux écrit et bien mieux fait, d'une manière beaucoup plus saine. Donc tout ça, ça m'a beaucoup déçue. Je lui ai quand même mis, je crois, 2 étoiles et demie. Je lui ai mis la moyenne. Mais honnêtement, je le relirai pas. Et je le conseillerais pas non plus. En deuxième livre audio, on a Ces promesses que l'on croyait éternelles, le tome 1. Attention, encore une fois. Je n'ai pas lu le deuxième tome de Ces promesses que l'on croyait éternelles. Donc peut-être qu'il faut lire le tome 2 pour beaucoup plus apprécier le tome 1. Mais j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes de La nuit où les étoiles se sont éteintes, Le jour où le soleil ne s'est plus levé et Ces prières que je fais dans le noir. Néanmoins, je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes pour ce 4e tome. Et j'en attendais beaucoup sur Kenna et Kurt. Et j'ai trouvé que c'était trop facile et qu'on voyait trop venir. L'hypersexualité de Kenna est amenée d'une manière qui est vraiment très intéressante, d'une femme libre qui aime sa sexualité, mais il se passe un événement que j'ai trouvé vraiment trop cru et trop violent pour moi, alors que j'ai lu les 3 premiers tomes et que je sais à quoi je m'attendais. Mais ça m'a vraiment sorti de ma lecture parce que je pense que c'est un sujet qui est trop sensible pour moi. Et donc j'ai pas arrêté la lecture, mais j'étais un peu ailleurs. Donc ça, c'était le premier point qui m'a pas forcément déçue, mais je m'y attendais.
En fait, je m'attendais à quelque chose dans ce style, mais peut-être pas aussi violent. Et donc ça m'a sorti de ma lecture. Et le deuxième point, c'est qu'on a beaucoup moins d'informations sur Kurt. Peut-être qu'on en a beaucoup plus dans le deuxième tome, mais je m'attendais à vraiment beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'explications sur les tomes précédents, sur ce qui se passait pour Kurt. Il y a notamment un moment, il me semble, où Kurt a la moitié du crâne rasé et il se met à pleurer. Bref, je m'attendais à beaucoup plus d'informations sur Kurt. Et les informations sur Kenna m'ont vraiment trop bouleversée pour que je puisse apprécier la lecture, malheureusement. C'était peut-être le but de l'autrice, de Maria Lino et Neil Gorman, mais pour moi c'était vraiment trop, l'acte était vraiment trop violent et ça m'a sorti complètement de la lecture en fait. J'ai trouvé que les actes étaient beaucoup plus subtils, enfin pas forcément subtils, c'est pas le mot, mais étaient expliqués avec beaucoup moins de crudeur, de crudité, beaucoup moins de violence. Et on comprenait pour autant la douleur des personnages, que ce soit Yeager, Finn ou Nate. On s'attachait à eux et à leurs problèmes sans pour autant qu'on en soit toujours dégoûté ou que ce soit trop et qu'on doive arrêter la lecture. Il y a des moments qui m'ont pris aux tripes, notamment dans l'épisode de Yeager. Et dans l'épisode de Finn, il y a des épisodes qui m'ont vraiment pris aux tripes et j'ai dû faire une pause. Mais je trouve que l'événement que Kenna a subi est vraiment terrible et personnellement, c'était un petit peu trop pour moi. Bref, passons à une autre lecture qui m'a déçue et avec un petit peu plus de légèreté, ça sera La prof de Freda McFadden. Alors, je me suis dit, j'ai bien aimé La femme de ménage, c'était pas crazy dingo, mais c'était plutôt pas mal, l'intrigue était plutôt bien, surtout dans le tome 3 j'ai trouvé, donc essayons La prof. C'était d'un prévisible déconcertant. L'intrigue, on la devine dès qu'on lit. La 4e de couverture, on l'a devinée avec une collègue lorsque je faisais mon stage en librairie en avril, lorsqu'il est sorti. On a deviné ce qui allait se passer et je trouve que le plot twist de fin, et on le voit pas venir parce qu'il est improbable en fait. On voit pas pourquoi, on voit pas le lien, on comprend pas, on dirait que ça a été juste mis là pour nous choquer. Et franchement, c'est décevant, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Je vais réessayer Freda McFadden avec le boyfriend. Mais honnêtement, je pense que si c'est aussi prévisible, je m'arrêterai avec cette autrice pour l'instant, je ferai une petite pause. J'avais beaucoup aimé Lapsy. Lapsy m'avait vraiment choquée dans le bon sens du terme. Je m'y attendais pas, peut-être que je suis un peu crédule, mais je m'y attendais vraiment pas. Mais dans celui-ci, on s'attend à tout, aux relations entre le prof et l'élève, c'est pas du spoil parce que c'est écrit sur la 4e de couverture. On s'attend à ce qui se passe, et même le plot twist de fin, comme je vous disais, il est pas vraiment exceptionnel. Il est bien, dans le sens où il nous choque, mais il est décevant parce qu'on voit pas le lien et qu'on n'a aucun indice pour faire ce lien. Et donc j'ai vraiment trouvé ça très très décevant. Quand un thriller, on arrive à le prévoir, c'est que c'est un mauvais thriller. Et celui-ci, on arrive à le prévoir à des kilomètres. On arrive à le prévoir à la 4e de couverture et ça, c'est terrible. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'est plutôt un ensemble, c'est plutôt une autrice en fait, dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est Rupi Kaur. En fait, j'ai lu ces 3 recueils de poèmes, ces 3 premiers recueils de poèmes, Lait et miel, Le soleil et ses fleurs et Homebody. Et en fait, j'ai pas du tout accroché à son style d'écriture. J'ai mis des petits post-it parce que son écriture est très intéressante, les sujets dont elle parle sont très intéressants, le rapport au corps, à la sexualité, aux abus sexuels, à l'inceste, à la féminité, au féminisme. C'est des sujets qui me sont chers, mais je n'aime pas du tout la manière dont elle écrit en fait. Et ça, c'est très dommage. Je trouve que ces poèmes, on dirait plus une sorte de poésie de journal intime, sans aucune dégradation envers les journaux intimes. Hein. J'écris moi-même des journaux intimes vraiment régulièrement. C'est plus d'une manière où c'est très personnel, il n'y a pas vraiment de rime, c'est en prose. Alors je pense que je m'attendais en fait à de la poésie avec des quatrains, des tercets, des rimes, etc. Et là, c'est beaucoup plus libre et cette liberté m'a vraiment désarçonnée. Et j'ai pas beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça un peu trop facile en fait. J'avais l'impression que d'autres auraient pu écrire la même chose et ça n'aurait pas eu toute la hype qu'il y a eu autour. Par exemple, ici on a un poème qui fait 3 lignes, donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais il est écrit comme ça. Pourquoi est-ce que je laisse mon esprit se glisser sous ma peau? Je suis si sensible.
En fait, je vois le mood, l'ambiance, l'atmosphère de Rupi Kaur qu'elle donne dans sa poésie. Mais je pense que je trouve ça trop simple. Et donc j'aime pas. J'ai besoin d'avoir un minimum de structure pour pouvoir apprécier la poésie. Et je pense que ça manque de structure pour moi, c'est vraiment mes goûts personnels, pour pouvoir apprécier la poésie de Rupi Kaur. Donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu décevant parce que j'avais vraiment eu beaucoup de hype autour de Rupi Kaur. Et au final, j'ai été très déçue, pas dans le sens où c'est mauvais, je ne trouve pas que c'est mauvais, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ce que c'est. Je trouve que c'est bien, que les illustrations sont bien, que c'est des beaux objets livres. Néanmoins, faut se détendre. C'est bien, mais c'est pas crazy dingo. En fait, il me reste 2 livres. Je croyais qu'il m'en restait un, mais en fait, il m'en reste 2. On a le chant d'Achille. J'ai adoré ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je lui ai mis 3,5 étoiles sur 5. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'adore les réécritures mythologiques. C'est du petit lait. Néanmoins, on me l'a vendu comme le meilleur livre qui n'ait jamais été écrit, que j'allais pleurer des larmes de sang, que j'allais me rouler au sol, que j'allais faire un salto arrière de tristesse. Je n'ai pas lâché une seule larme et je lâche vraiment des larmes facilement. C'est bien, mais il y a des moments de lenteur aussi. Et ça, faut pas le laisser de côté juste parce qu'on n'est pas objectif et qu'on aime beaucoup le chant d'Achille et que la réécriture de Smith est magnifique. Parce que la réécriture de Smith est magnifique et je conseille vraiment ce livre. Il était vraiment trop bien. Néanmoins, il y a des moments de lenteur. Je trouve que l'émotion... Alors, je l'ai écouté en livre audio. Donc c'est peut-être que j'ai pas pu être transportée autant que si je l'avais lu de mes yeux vus. Néanmoins, c'était très bien lu quand je l'ai écouté. J'ai eu l'émotion, j'ai senti mon cœur battre un petit peu plus vite, prendre un peu plus de place. Néanmoins, j'ai pas lâché des larmes de sang, genre c'était bien, mais c'était pas... Waouh. Donc c'était un petit peu décevant. De ce côté-là, en fait, c'est que pareil, il y a eu beaucoup de hype, j'en attendais beaucoup. On me l'a vendu comme le livre ultime de la réécriture mythologique, alors que de la même autrice, j'ai beaucoup plus aimé Galatée, qui est une super nouvelle sur le mythe de Pygmalion et l'invisibilisation des femmes, ou Circé, qui est une réécriture féministe du mythe de la sorcière Circé, de la nymphe. Et j'ai beaucoup plus aimé ces romans-là que le chant d'Achille, même s'il est très bien et qu'il est très touchant, très émouvant. Néanmoins, j'ai pas trouvé que ça faisait déplacer les plafonniers. Je l'ai trouvé bien, mais pas transcendant. Et pour de vrai, cette fois, on passe aux 2 derniers livres qui m'ont déçu. Je dis 2 parce que c'est une duologie. Et ils m'ont vraiment beaucoup déçu. Et je sais même pas pourquoi j'ai lu les 2 en fait. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que je suis pas objective. Et pendant un moment, je les ai mis en livre favori quand même. Il y a un moment où je manquais clairement d'objectivité. C'est la duologie, tout ce que nous n'avons jamais été et tout ce que nous serons un jour, qui est une romance. Donc j'ai mis beaucoup de post-it, beaucoup de post-it. C'était le moment où je mettais vraiment des post-it partout, tout le temps. Et c'est super de mettre des post-it, mais peut-être faut se détendre. Peut-être faut que je me détende un petit peu. Donc dans cette duologie, ce que j'ai trouvé très décevant, c'est les messages passés et la dynamique entre les 2 personnages. C'est une romance avec un age gap de 10 ans. Je ne le savais pas. Je l'ai appris pendant la lecture. Et donc ça m'a beaucoup déçue parce que moi je n'aime pas du tout les romances à age gap et je trouve que si on fait une romance à age gap, il faudrait prévenir. Parce que moi je n'aime pas les age gap pour des raisons personnelles. Je vous invite de regarder cette vidéo si jamais vous vous posez la question de pourquoi je n'aime pas les age gap dans les romances. J'ai mes petites raisons. Et surtout ça passe des messages vraiment pas top au niveau de l'amour. C'est une relation vraiment toxique où il n'y a pas de respect de limite. Il n'y a pas la notion en fait de limite entre Axel et Léa. Et je trouve ça vraiment très dommage de faire une romance à age gap qui pourrait être bien, saine, et me faire dire que mes préjugés sur les romances à age gap sont faux. Et au final, on a tous les clichés de la romance à age gap, c'est-à-dire une emprise, un amour toxique et des personnages qui aiment trop fort, trop vite, à en délaisser leurs propres limites et à laisser de côté leur amour propre et leur dignité pour leur partenaire et à laisser passer des choses qui sont clairement impardonnables. Donc, décevant.
parce que les messages qui sont passés sont vraiment malsains. Et si je devais conseiller une romance à quelqu'un, là c'est pour les young adultes, c'est fou que ce soit classé en young adulte, vu le nombre de scènes de smut qu'il y a. C'est énorme, c'est massif, c'est en young adulte et vraiment, il y a, à partir du moment où ils sont en couple, ils sont en roue libre, rien ne les arrête, ils sont tout chous. Un moment, il faut peut-être stopper, il n'y a pas que ça dans une relation amoureuse. Loin de là, il y a tellement d'autres aspects d'une relation amoureuse qui peut être intéressant à montrer dans une romance young adulte et tout ce qui montre, c'est le smut. Ça aussi, ça m'a beaucoup déçu, c'est qu'il y en a trop, tout le temps, partout, et des fois c'est improbable. Non, désolée, mais les cages d'escalier, c'est crade. Les cages d'escalier, c'est dégueulasse. C'est plein de microbes. Désolée, mais pour moi, c'est non. Surtout lorsque vous vous êtes pas vu depuis un moment, que vous êtes en train de vous détester depuis 300 pages, et d'un coup, ça pète, ça boum, ça fait des petites paillettes, ça pète son crâne. Ça aussi, c'est un mauvais message. C'est pas comme ça qu'on fait des retrouvailles. Enfin, ça peut, j'imagine. Ça doit exister, ça a dû exister. Mais dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Ça marche grâce à la communication. Mais dans cette romance, ils ne connaissent pas ce mot, ils ne communiquent pas. Ou quand ils communiquent, c'est de manière tellement toxique, d'une manière tellement jalouse, d'une manière tellement méchante que j'ai pas du tout apprécié cette romance. Et c'est dommage parce qu'il y a des belles citations sur l'amour, le premier amour avec un grand A, il y a plein de belles citations, mais il y a trop de smut et la dynamique entre les personnages est vraiment trop toxique pour moi. Je pense que ça a son public, mais c'était pas moi et du coup ça m'a déçue. Je pensais que c'était une romance qui allait parler d'art, de deuil et du premier amour, qui sont 3 thèmes qui sont extrêmement intéressants. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est le thème de l'art, parce que Léa, c'est une artiste. Et en fait, c'est un thème qui est un petit peu oblitéré, un petit peu oublié, qui est mis sous le tapis. On sait qu'il est là, mais on n'en parle pas vraiment. Et ça, j'ai trouvé ça tellement dommage, parce que c'est un thème qui aurait pu être vraiment très intéressant d'aborder, mais c'était trop en surface. Donc tous ces points-là, tout ce que je viens de citer, la longue liste, c'est tout ce pourquoi je n'ai pas vraiment apprécié cette duologie et pourquoi elle m'a déçue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si vous n'étiez pas d'accord avec moi, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez laisser un commentaire constructif, construit. Mais s'il vous plaît, ne m'insultez pas, ne commencez pas à insulter ma famille sur cette génération, de toute façon ça ne me touchera pas. Mais essayez plutôt d'être constructif, ça me fera vraiment plaisir d'entendre pourquoi vous pensez que j'ai tort ou vous pensez que j'ai mal compris le message de tel auteur ou de tel livre, de tel ouvrage. Enfin, je pense que je peux en apprendre beaucoup de vous. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire dans les commentaires et ça me fera extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, moi je vais vous laisser, je vous laisse mon Instagram où je publie très régulièrement sur des contenus livresques et mon podcast où je publie sur tout et n'importe quoi, tout ce qui m'intéresse. Et maintenant que j'ai des super micro-cravates, il y a une bien meilleure qualité sonore, que ce soit en vidéo ou sur mon podcast. Donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Bye!